Sunday Night Production. Je crois que dans nos têtes, c'était déjà avant même de partir qu'on ne s'arrêterait pas à Taïwan. Puis surtout qu'en fait, on a modifié l'itinéraire vu qu'à la base, on était censé arriver à Taïwan depuis l'Asie du Sud-Est et pas depuis le Nord. On a surtout rallongé tout ce voyage de pas mal de mois parce que maintenant, on peut vraiment le dire que l'expérience qu'on a fait jusqu'à présent nous permet de nous dire on va faire le tour du monde et puis on va pas s'arrêter en Asie. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Fiona et Brian aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Salut! Alors c'est un peu particulier parce qu'au moment où on se parle, vous êtes à l'autre bout de la planète. À quel endroit est-ce que vous vous situez ? Exactement, on se situe à Taïwan, à Taichung précisément. Bon, bah, tu nous as fait voyager rien que nous expliquant où vous vous situez. Donc je réexplique un petit peu, je positionne un petit peu l'histoire et la relation que l'on a ensemble. Ça fait maintenant un peu plus d'un an. Que l'on échange, que l'on communique sur les différents réseaux sociaux. Le premier contact que l'on a eu, c'est Fiona, qui a pris contact avec moi sur LinkedIn. On était en octobre, le 20 octobre 2022. Et puis, voilà, tu as commencé à me partager un petit peu ce projet. Et je t'avais répondu à cette époque, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on en parle sur Ultra Talk. Et tu m'avais répondu, alors laisse-nous un petit peu d'avance, qu'on ait des choses à te raconter. Ça faisait à ce moment-là 6 mois. Après, je suis revenu vers toi en avril. Ça faisait 6 mois que vous étiez partis. Et pour un voyage qui va durer encore 1 an. Enfin, c'était le projet à ce moment-là, au mois d'avril. Mais peut-être que ça a changé, tu vas nous l'expliquer. Et en fait, tu me réponds, on vient de terminer un tour en Corée du Sud, où les infrastructures cyclables sont incroyables et souvent méconnues. Ce soir, on prend le ferry pour continuer notre route au Japon, puis à Taïwan, et ensuite en Asie du Sud-Est. Et ensuite, on décollera de Kuala Lumpur pour atterrir à Vancouver et s'offrir une traversée du Canada. Donc voilà, tu vas nous expliquer où est-ce que vous en êtes dans cette aventure qui a commencé il y a déjà maintenant presque 1 an, si je ne me trompe. Donc voilà, cet épisode s'annonce passionnant de Taïwan. Voilà, ça aussi, c'est exceptionnel. Avec la technologie d'aujourd'hui, ce que je te propose, Fiona, Fiona et Brian, puisque vous connaissez en plus le fil conducteur de l'épisode pour écouter de nombreux podcasts, c'est de vous présenter. Avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est Fiona, j'ai 30 ans. Et puis, avec Brian, on vient du Jura suisse. Et puis, on est en couple depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et notre passion pour le vélo a grandi en même temps que notre couple, en fait. Et au fur et à mesure des vacances à vélo, de petits défis sportifs, on a pris cette décision de partir voyager à vélo, de tout quitter. Donc, on a tout quitté. On est parti de la maison en avril 2023, ce qui fait un peu plus de 7 mois maintenant. Et on est parti de base en direction de l'Asie. Et puis, en plus de ça, moi, j'ai une formation dans le domaine du multimédia. Donc, je profite de cette aventure pour tester et réaliser plein de choses sur les réseaux sociaux. Donc, on a une petite présence sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi et surtout une façon pour nous de faire voyager d'autres personnes, mais aussi d'inciter d'autres personnes à sauter le pas de leurs rêves. Donc, voilà à peu près le topo de mon côté. Et pour toi, Brian ? Je m'appelle Brian, j'ai 34 ans et j'ai longtemps travaillé pour une entreprise internationale suisse où j'ai eu l'opportunité de voyager à travers le monde entier, de découvrir beaucoup de cultures. Et petit à petit, en fait, ces voyages, ils ont fait que ça m'a donné l'envie un jour ou l'autre de faire le tour du monde d'une façon ou d'une autre. Et on se retrouve aujourd'hui à Taïwan chez une ancienne collègue qui est devenue une amie avec nos vélos. Voilà. C'est incroyable de se dire on est parti de Suisse pour aller en Asie et là on est à Taïwan juste avec la force physique pour propulser ces machines. Lequel des deux était cycliste à la base ? Les deux un peu quand même à la base. On a eu la chance de toujours avoir des vélos dans nos familles respectives.
C'est les distances qui ont évolué alors. C'est les distances qui ont évolué au fur et à mesure du temps. Vous êtes de quel endroit précisément dans le Jura suisse? De Delémont précisément. On habitait là-bas quand on est parti. Ok, c'est une magnifique région. Hein. Et puis elle se profile bien au fait de pouvoir faire du vélo. Complètement. Bah, surtout au début du VTT, et puis petit à petit, une fois qu'on avait bien exploré la région en VTT, on a eu l'envie de se mettre au vélo de route, ce qui nous a encore ouvert un autre domaine qui était bien plus grand dans les alentours de Delémont. J'ai eu l'occasion de découvrir en juillet dernier cette région, le Jura suisse, la vallée de la Brévine, la Chaux-de-Fonds, enfin tout ce qu'il y a autour en gravel, et c'est juste magnifique. Hein. J'espère d'ailleurs que la prochaine Race Across Switzerland se situera sur cet endroit, sur cette région de la Suisse, parce qu'en gravel et même sur route, les paysages sont juste à couper le souffle. Hein. Donc je comprends un peu mieux cette envie d'explorer, d'aller un peu plus loin. C'est ce que vous avez eu en tête. Et alors, comment s'est construit ce projet? Lequel des deux a dit à l'autre si on allait en Asie en vélo? D'où vient cette idée? Pourquoi l'Asie? Pourquoi pas ailleurs? Comment ça s'est construit? Alors l'Asie déjà, au début on parlait de la Tour du Monde, et puis la Tour du Monde, quand on y repense, après les expériences qu'on a fait à vélo, ça représente vraiment Très ambitieux. Très ambitieux, quelque chose d'énorme, et personne n'arrive vraiment à réaliser de ce qu'on est en train de vouloir faire. Et petit à petit, en fait, on s'est dit, mais pourquoi on dirait pas qu'on va de la Suisse à l'Asie, et Taïwan en particulier, car Taïwan a été un coup de cœur durant mes voyages professionnels. Je sais que j'ai pu avoir la chance de faire de belles rencontres et puis d'avoir des amis sur place. Et on s'est dit, déjà, aller dire aux gens qu'on va déjà là-bas, parce que les gens, ça leur parlera, se dire qu'on part de chez nous et on va chez une amie à Taïwan. Et ça rendait le truc beaucoup plus réaliste et beaucoup plus parlant à tout le monde quand on racontait ce projet. C'est un bon prétexte, mais c'est souvent ça. Hein. Quand on part comme ça faire ce genre d'aventure, c'était généralement qu'une excuse pour justement s'évader, vivre au rythme de son coup de pédale, en fait, et de ne pas savoir de quoi va être fait demain. Donc c'est souvent un prétexte pour partir justement avec son vélo. Et pourquoi Taïwan, Brian? Qu'est-ce qui t'enthousiasme à ce point là-bas? La culture, franchement, c'est la première fois que je me rendais à l'époque dans ce pays, dans un pays asiatique. Et j'ai découvert un pays asiatique qui était extrêmement sympa, où les gens sont vraiment gentils, ils sont accueillants, on se sent vraiment à l'aise partout où on va. En plus, on a la chance de pouvoir découvrir des nourritures locales qui sont extrêmement bonnes ici. Donc, c'est un peu un tout, quoi. Autant une culture où c'est que les gens sont gentils, ils vont vouloir vous aider, ils vont vouloir vous accompagner, ils vont pas vous fermer la porte au nez. Et d'un autre côté, on a tellement de choses à découvrir ici que ça a été vraiment une belle découverte. Un coup de cœur. Alors, je vais faire un peu une rétrospective. Et le document que tu m'as envoyé, Fiona, m'a permis aussi de comprendre un peu mieux cette envie d'évasion. Tout a commencé sur grand écran. Est-ce que vous pouvez nous partager quelles sont les émotions qui vous ont traversé quand en 2019, vous avez été face à un film qui a quand même, si on en croit cette infographie, changé le cours des choses? Ouais, c'est vrai qu'on avait vu le film Pedal the World sur Netflix, qui nous a particulièrement marqué et particulièrement inspiré. Donc, c'est un gars qui part avec son vélo simplement. Et puis là, on s'est dit, mais en fait, c'est possible de faire ça et ça donne envie, en fait. Ça allume un truc en nous, une flamme qui sommeillait en nous. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas nous? Et au final, des conversations entre les deux, au final, des inspirations en écoutant d'autres personnes, en regardant d'autres vidéos, on s'est dit, pourquoi pas essayer? Donc, on a pris les vélos qu'on avait, qui étaient à l'époque actuelle des VTT, qu'on a équipés avec du matériel basique. Et on est parti pour notre première aventure qui a été paradoxalement un fail un petit peu. Une catastrophe. Pas une catastrophe, mais qui s'est terminée au bout de 2 jours alors qu'elle devait en durer un peu plus. Et on est rentré avec la paradoxale envie de totalement recommencer en fait, et puis d'aller encore plus loin. Alors c'est vrai que ce film qui est présent sur Netflix notamment explique le parcours à travers 22 pays et 18 km de traversée à vélo. C'est un récit de voyage en fait, comme aujourd'hui maintenant il y en a beaucoup sur les différents réseaux, notamment YouTube, où on peut trouver effectivement, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui avec les outils que l'on a peuvent s'autoproduire, on va dire, mais en tout cas ramener des images qui permettent à chacun de voyager, ne serait-ce que sur Instagram d'ailleurs ou Facebook. Et ça c'est intéressant. Donc c'est vraiment ce film qui a été un électrochoc pour vous
où vous vous êtes dit, mais pourquoi pas nous en fait? Pourquoi nous aussi on ne partirait pas? Donc quelques semaines après ce film, vous vous êtes dit, allez, on va aller à Lyon en vélo, donc de Genève. Il y a quoi? Il y a 200 km à peu près, non? C'est à peu près un petit peu moins peut-être. Et vous avez pris 2 jours de flotte, effectivement, 2 jours de pluie, où là, bah, on est directement confronté à la pire difficulté d'un bikepacker, hein, c'est l'humidité. C'est-à-dire quand tu fais du vélo et quand tu pars en voyage à vélo, la pire des choses, il peut y avoir le froid, il peut y avoir la chaleur, mais l'humidité, c'est quand même quelque chose qui t'arrête parce que tu as froid, parce que c'est désagréable, parce que c'est inconfortable. Et vous avez connu ça de suite, mais comme tu l'as dit, ça ne vous a pas découragé, puisque derrière, vous avez décidé effectivement de continuer à vous équiper au fur et à mesure des mois jusqu'à vous acheter les vrais vélos de bikepacker quelques mois plus tard. Alors au départ, il y a eu la découverte de la Suisse. Et puis vous vous êtes dit, on va étendre le territoire un petit peu plus loin. Et puis il y a eu cette participation à Race Cross France, 500 km. Et là, vous l'aviez fait en duo, vous l'aviez fait en solo, comment ça s'est passé? On l'avait fait en duo, parce qu'on faisait tout à deux, donc pourquoi pas le faire les deux. Puis en plus, ça permettait de s'entraider, d'avoir quelqu'un, d'avoir un compagnon de route en fait. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que dans le cadre de cette préparation, vous êtes parti découvrir à vélo les Grisons. Alors les Grisons, moi j'en rêve d'aller découvrir cette région de Suisse, hein. C'est vraiment au sud-est de la Suisse, les Grisons. Vous avez parcouru 320 km dans cette magnifique région. Il y a eu également un Genève-Barcelone pour vous préparer justement à Race Cross France 500 km. Et puis ensuite, vous avez partagé vos aventures sur les réseaux, mais aussi pour cycliste, la version, le magazine cycliste, mais version suisse.ch. Et puis vous avez tout fait en autonomie. Vous êtes venu sur Race Cross France en vélo. Ça aussi, il y en a beaucoup qui le font désormais, hein, de venir à vélo. Vous avez ensuite été faire les quelques sommets. Enfin, on voit vraiment dans ce fil conducteur que ça évolue au fur et à mesure des mois. Mais de là à se dire, on part à Taïwan en vélo de Suisse, comment ça s'est passé quand vous l'avez annoncé à votre entourage, à votre famille? Comme tu as dit, avec ce fil conducteur, en fait, petit à petit, les gens, quand on leur a annoncé, se sont dit, mais en fait, ça suit la suite logique de ce qu'on était en train de faire depuis quelques années. C'était pas quelque chose qu'on a décidé, on n'a pas claqué des doigts, on s'est dit, on part demain. On s'est dit, on va le faire, mais on va se préparer gentiment à le faire, quoi. Et du coup, ça a permis à notre entourage aussi de se préparer aussi à se rendre compte qu'un jour on allait le faire et puis qu'on avait une bonne expérience de ça, qu'on n'allait pas se jeter dans le vide et découvrir ce que c'était le monde du voyage à vélo. Ils savaient qu'ils pourraient avoir confiance et puis qu'on avait un solide bagage le jour où on partirait. Alors, qu'est-ce que vous avez appris à travers toute cette préparation? C'est-à-dire, qu'est-ce que votre matériel a évolué? Probablement, vous allez nous l'expliquer. Donc, entre avril 2023, le grand départ, et septembre 2000, on est en 2019, pardon, où vous découvrez ce film qui change le cours de votre vie, qui est Pedal the World. Il se passe quoi en 4 ans et surtout, comment votre matériel évolue? C'est quoi? C'est les vélos qui ont changé, on l'a dit, mais c'est aussi peut-être le matériel de bikepacking. Ma question, c'est surtout aux gens qui nous écoutent et qui eux aussi ont envie de se dire à un moment donné, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne partirais pas rouler le monde, pardon. Quels conseils vous pouvez leur donner pour constituer des équipements solides et durables? Déjà, de commencer avec ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait. On avait des VTT, donc on a simplement pris des VTT. C'est certes que c'est pas le vélo qui parle le plus pour faire ce genre d'aventure, parce qu'on peut pas forcément y fixer un porte-bagages dessus. Mais malgré tout, on a quand même trouvé moyen de poser un porte-bagages. Puis ensuite, on a pris des équipements très simples. On s'est pas lancé dans du matériel haut de gamme directement, où on investit pour se dire, oh, il va falloir qu'on les utilise, il faudra les rentabiliser ou quoi que ce soit. On a vraiment pris des matériaux très simples. Et petit à petit, on a vu quel était le matériel qui devrait être de meilleure qualité ou qui pouvait rester de des qualités standards. Ça aussi, ça aide beaucoup. Parce que petit à petit, on a vu que, par exemple, les sacs de couchage, quand on a dormi à une nuitée où il devait faire 0 ou 5 degrés, on s'est rendu compte que les sacs de couchage à 15 degrés, que ça allait pas aller, puis qu'on ne pouvait pas continuer avec ça. Donc ça, c'était déjà des premiers éléments qu'on devait modifier. Ensuite, aussi les matelas. Dormir sur des matelas simples, boudins, allongés, on se rend vite compte qu'après plusieurs nuits, le dos, il commence à devenir assez rigide. Il y a eu... On a vraiment commencé avec tout du basique et au fur et à mesure, au moment où ça allait plus, comme tu viens de le citer, les matelas, aussi les vélos peut-être je vais venir après dessus, mais aussi rien que la trousse médicale. Parce que justement, je reviens
par le passé, sur cette première aventure qu'on a voulu faire jusqu'à Lyon, de Genève à Lyon, le problème, c'est que justement, avant d'avoir la pluie, on a eu beaucoup de soleil et j'ai eu une insolation. Et je suis tombée malade et on n'avait absolument rien. On était un dimanche ou un jour férié dans un village perdu en France où aucune pharmacie, aucune personne ne voulait nous donner de médicaments. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué et directement, là, on a compris qu'il faut... On avait tout pour réparer les vélos, mais on n'avait rien pour se réparer nous-mêmes. Donc, ça, c'est le premier truc qu'on a directement changé. Et puis ensuite, bah, petit à petit, le matériel. Et s'en est suivi aussi les vélos, mais ça, bien après, on s'est rendu compte, après les VTT, qu'on a fait du vélo de route, on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on voulait comme type de vélo pour voyager. Puis ça, c'est très, je pense, personnel, mais entre autres, on voulait, par exemple, un cintre comme les vélos de route. On voulait plus voyager sur un cintre droit comme sur le VTT. Toutes des petites choses comme ça qui nous ont fait acquérir des vélos de voyage environ 6-7 mois avant de partir. Oui, parce qu'effectivement, sur les guidons, comme tu l'as dit, il y a les guidons de vélo classiques, il y a les guidons plats, il y a les guidons papillons également, qu'on voit beaucoup aussi sur ces voyageurs à vélo qui partent généralement pour un tour du monde. C'est souvent ça. Donc, il y a eu toute cette réflexion autour de comment je m'équipe. Mais j'ai beaucoup aimé, Fiona, ta réaction sur... on avait tout pour réparer les vélos, mais on n'avait rien pour nous réparer nous-mêmes, quelque part, hein, pour se réparer. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu pars en voyage à vélo, c'est comme quand tu pars en rando. Hein. Il y a forcément des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et puis, il peut y avoir des petites douleurs, des petits frottements qu'il faut être capable de soigner. Parce que quand tu fais du long et tu pars comme ça des mois hors de chez toi, tu es un peu dans l'inconfort quand même. Et puis, il faut trouver des solutions pour subvenir à une blessure, à une douleur. Parce que généralement, ça s'amplifie avec le temps. Quand tu es toujours comme ça en mouvement et en déplacement, ça ne fait sur le vélo que s'amplifier. Donc, c'est une très très bonne remarque. Et comment est-ce que vous emmenez votre matériel, votre petite maison avec vous? Est-ce que ce sont des sacoches attachées au cadre du vélo? Est-ce que ce sont des sacoches suspendues? Combien de sacoches avez-vous d'ailleurs par vélo? Est-ce que vous avez une idée à nous partager sur le poids de chacun? Donc là, on se retrouve avec 4 sacoches crochées au vélo aujourd'hui, parce que vu qu'on a acquis des vélos de randonnée, il y a vraiment des vraies fixations. Maintenant, il y a des vrais porte-bagages. On peut vraiment fixer nos sacoches. Et à l'arrière, on se retrouve maintenant aujourd'hui équipé avec 2 sacoches Ortlieb qui sont sur les côtés. Et dessus, on a pu mettre un sac à dos parce que Ortlieb a sorti dernièrement un sac à dos pour le vélo. Et ce sac à dos, il est parfait pour autant aller faire de la randonnée que quand on doit prendre des transports publics. Du coup, on peut mettre pas mal d'affaires dedans pour se déplacer. Puis comme ça, c'est dans le dos, c'est pas dans les mains. Et pareil, à l'avant, on a 2 petites sacoches posées sur les côtés et on a une sacoche installée sur le guidon où c'est qu'on a le matériel vidéo à l'intérieur. Mm-hmm. Et le tout doit faire 30 kilos, je crois. Avec les vélos, on est environ à 45 kilos. 45 kilos avec les vélos. Intéressant. Ouais, c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, il y a aussi le matériel pour produire des images. Hein. Fiona, c'est ton domaine de prédilection, ton activité. Il y a un site sur lequel on peut vous suivre. Alors, comment est-ce que tu fonctionnes sur ça? Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que tu postes au quotidien? Est-ce que ce sont des résumés? Est-ce que tu postes quelques images, mais tu conserves beaucoup pour un documentaire? Quelle est ta vision par rapport à la communication autour de ce voyage à vélo? Donc, on utilise principalement Instagram pour mettre des choses un peu plus en live, des petits résumés de la journée ou des faits anecdotiques. Et puis, le gros du matériel, en fait, c'est des images tournées à l'appareil photo, au drone, qu'on utilise pour des épisodes YouTube qu'on essaye de sortir assez régulièrement. Et puis voilà, là, on va par exemple prendre quelques jours de pause pendant notre voyage à vélo pour produire ces images-là et puis pour publier le résultat sur YouTube. Alors ça aussi, c'est beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une régularité dans ce que vous faites? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites tous les jours? Il y a tant de temps qui est consacré au montage ou c'est en fonction du temps, en fonction de là où vous vous situez, du réseau, probablement aussi. Comment ça se passe sur ça? Alors, ça dépend de beaucoup de paramètres dont on n'a pas forcément des fois le contrôle. Comme par exemple au Japon et en Corée, on a pris un peu de retard sur les vidéos justement parce qu'on avait beaucoup de kilomètres à faire en moins de temps pour rentrer dans notre planning. Et il y avait beaucoup de choses à voir. Donc, on a quand même
le moment présent et le fait de profiter de notre voyage, ça reste bien sûr le principal objectif. Donc là, on a un peu mis la vidéo de côté, mais dès que dans le planning, en fait, on essaye de caler dans le planning des pauses qui nous permettent de faire du montage vidéo. Et puis, en termes de live sur la route, bah, tous les jours, on essaye de poser le trépied au moins 2-3 fois pour nous filmer minimum. Et puis, en plus de vlogger et en plus de faire aller le drone quand c'est possible. Mais là aussi, le drone, ça dépend aussi du vent, de la météo. Donc, voilà. Mais tout en profitant du moment présent, on essaye de capturer ces instants et tout ce qu'on vit. Bon, en tout cas, ça fonctionne, hein, parce que moi, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Hein, c'est le bruit du gravier. Donc, vous allez sur YouTube, même sur les réseaux sociaux. C'est le bruit du gravier. Tu nous expliqueras d'ailleurs après pourquoi ce nom. Et il y a déjà 48 vidéos. Hein, je suis dessus au moment où je vous parle. 48 vidéos qui vont vous faire voyager à travers la Slovénie, la Croatie, la Thaïlande, Madère, la Sardaigne. Voilà, donc on voyage. On voyage très clairement, c'est très bien monté. Pourquoi le bruit du gravier? Enfin, on peut trouver le lien, mais est-ce qu'il y a une autre histoire, si ce n'est le fait d'évoluer avec son vélo et en bikepacking ou même sur des sentiers, tout dépend où tu te situes autour du monde, mais tu peux entendre effectivement le bruit du gravier sous tes roues. Quel a été le storytelling autour de ça? Eh bien, c'est tout à fait ça. En fait, c'est le moment présent qu'on se trouve sur le vélo, qu'on entend justement ce gravier sous nos roues. En fait, c'est plus une sensation, c'est ce sentiment qu'on a un peu de liberté quand on est en extérieur avec son vélo, que ce soit sur du gravier ou même quand on contemple le silence du bitume. Eh ben, c'est ce moment qu'on a envie de figer. C'est vrai que je peux comprendre, hein, être sur une petite route isolée, contemplant l'horizon, justement, avec ce petit bruit de gravier. Et forcément, tu associes ce sentiment de liberté, hein, très clairement. Donc, c'était intéressant que C'est tu une nous partages. invitation au voyage en soi. Exactement, c'est une invitation au voyage. Je comprends parfaitement. En tout cas, c'est cool de pouvoir partager ça, hein, de prendre le temps de produire des images pour que les autres puissent aussi s'évader devant un ordinateur. Donc, juste merci pour ça. Et puis, comment est-ce que vous avez construit votre parcours? Parce qu'aujourd'hui, avec tous les challenges géopolitiques qu'on peut rencontrer quand on part à l'Est, alors j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai partagé l'histoire de plusieurs personnes justement sur le podcast qui partent à l'Est, quelles que soient les destinations. Ça peut être le Japon, ça peut être Taïwan, ça peut être le Kirghizistan. Mais en tout cas, voilà, on part de France, on va à l'Est. Et très régulièrement, voire quasiment tout le temps, le discours qu'on leur tient au fur et à mesure de leur évolution à l'Est, c'est « attention, c'est dangereux à l'Est ». Toujours à l'Est, en fait. C'est-à-dire que tu sois dans n'importe quel pays, quand tu leur dis, parce qu'on te pose la question, mais où est-ce que tu vas avec ton vélo? Et généralement, on répond, je continue dans cette direction qu'est l'Est du pays. Et la réponse est souvent, mais fais attention parce que le pays d'à côté, qui est donc plus à l'Est de là où on est, c'est dangereux. Et c'est comme ça de pays en pays. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ces retours, ces sensations? Oui, à chaque fois. Mais je retiens un truc quand même de ce côté. On dit que c'est dangereux à l'Est. D'ailleurs, on dira même que c'est dangereux d'aller dans un autre pays. C'est souvent les gens qui n'ont pas voyagé qui nous disent ça. Souvent, les gens qui ont voyagé, ils le disent pas. Ils disent, ah, trop bien, vous allez dans ce pays, allez là, ça va être incroyable. Mais les gens qui n'ont souvent pas voyagé, ils vont nous dire, oh, fais attention, le prochain pays, ça va être des voleurs, faites attention avec vos vélos, ils sont pas sympas, ils sont pas accueillants. C'est vrai qu'on retrouve ça beaucoup quand on part en direction de l'Est, ça, on peut pas le nier. Mhm. Ouais, Et c'est ça, vrai c'est qu'on assez- l'a plus fait aussi au début que maintenant qu'on est dans les pays. Ouais, depuis qu'on est Depuis arrivé, qu'on est en Corée, on n'a plus entendu ce genre de choses. non, souvent les gens disent, ah, vous allez depuis la Corée, on allait au Japon, ah, ça va être magnifique. Mhm. Ensuite, on disait qu'on allait du Japon À Taïwan, à Taïwan, pareil. Du coup, c'est vraiment une culture qui est plus côté Europe, Europe de sur un l'Est, premier point de vue. Hein. de l'Est. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Tu vois, cette position-là, Brian, je n'avais jamais effectivement entendu de dire que c'est vraiment très à l'Occident, très attaché à l'Europe, mais une fois que tu sortais de ce continent, c'est vraiment un discours que tu n'avais quasiment plus. Comment est-ce que vous avez constitué votre parcours? Donc, vous êtes parti de Suisse, et quand on part de Suisse, on part dans quelle direction? Est-ce qu'on part sur l'Allemagne, sur l'Autriche, sur l'Italie, où est-ce qu'on part?
Ben, nous, on est parti sur l'Italie. Exactement. Et le voyage s'est surtout constitué sur le fait que, en fait, on a regardé la météo et on a créé un fichier Excel dans lequel on a mis météo, on a catégorisé la météo en 3 catégories, bien, acceptable et pas favorable. Et du coup, en mettant la météo, on a vu qu'en fait, en partant de côté, c'est simple. Au fur et à mesure des mois, on voit qu'en fait, on arrive à suivre une météo relativement clémente. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a créé l'itinéraire et la direction sur laquelle prendre. Mais on n'a pas créé un itinéraire en soi. On ne savait pas quelle route on prenait, mais on savait juste la direction. Vous êtes parti de Suisse, sachant que vous partiez à l'Est, mais par contre, dans l'incapacité de dire, bah, dans une semaine on sera là ou dans une semaine on sera là, le parcours s'est constitué avec la météo. Entre autres, au début, oui. Oui. Mais c'était d'ailleurs un sacré sentiment au début de liberté, de partir et de se dire, on ne sait pas où on va être dans quelques semaines. Alors maintenant, c'est un peu plus planifié justement parce qu'on a dû prendre des avions pour rejoindre certains endroits. Mais avant, c'était un sacré sentiment incroyable de se dire, tout le temps on a devant nous, on ne sait pas où on va aller, mais on va y aller. Ouais, c'est sûr. Là, c'est sûr. À l'époque dans laquelle on vit, sortant de période de Covid, je peux comprendre parfaitement qu'il y a ce sentiment de liberté. Hein. Donc, on part en Italie avec vous, allez. Derrière, c'est quoi? C'est les pays, c'est Serbie, Croatie. Il y a un passage en Grèce, je crois. Est-ce qu'il y a également un passage en Turquie ou vous êtes passé par des pays plus au nord? C'est un peu compliqué parce que guerre en Ukraine, quand vous êtes parti, la guerre était déjà là, bien évidemment. Donc, comment est-ce qu'on a constitué ce parcours avec cette composante où il y a peut-être des pays dans lesquels on vous a mis en garde? Non, parce qu'en fait, on a continué depuis l'Italie, on est passé en Slovénie. Slovénie, on a eu beaucoup de challenges au début du voyage parce que on a eu la pluie pendant plus d'une semaine d'affilée. Et là, tous les jours, on pédalait sous la pluie et le soir, on avait de la chance parce qu'on pouvait dormir chez l'habitant, donc on avait le temps de sécher. Et après, on a essayé d'aller un peu plus vite pour un peu quitter cette pluie parce qu'on commence à en avoir un peu marre. Autant qu'on est parti de Suisse sous la neige, autant on arrive en Slovénie, il pleuvait. Donc, c'était pas trop le mood dans lequel on avait envie d'être. Et on a essayé un petit peu d'avancer plus vite pour rejoindre la Croatie rapidement, pour avoir une météo bien meilleure. Et ça s'est presque bien donné. Quand on est arrivé sur les côtes croates, là, c'était vraiment, vraiment le plaisir. On a vraiment apprécié ce que c'était d'être au bord de la mer avec du soleil après des semaines et des semaines à être dans des conditions qui étaient vraiment dures, qui mettaient vraiment le voyage à rude épreuve et puis qui nous a donné d'ailleurs de bonnes fondations. Parce que si on a pu vivre cette expérience au début, eh ben, on va pouvoir revivre maintenant des expériences qui seront qui seront peut-être pas pires ou au moins qui deviendront forcément agréables. Ouais, ça vous a mis dans le bain du voyage à vélo direct dans l'inconfort. Vraiment, on a vraiment été, encore chose qu'on était bien équipés, puis qu'on avait fait toutes ces expériences auparavant pour avoir un équipement qui tenait la route lors de cette météo qui était capricieuse. Depuis la Croatie, après, on a continué de descendre, et puis on est allé en direction de l'Albanie. Et puis là, en Albanie, il y a eu des bonnes surprises, parce que franchement, c'est un pays où c'est qu'on est arrivé, on s'est directement senti vraiment bien accueillis. Depuis les bords de route, les gens nous faisaient des grands signes pour nous montrer qu'on était vraiment bienvenus dans le pays. Et on n'était pas censé rester très longtemps en Albanie d'ailleurs, parce que c'était un pays qu'on avait prévu de suivre juste la côte pour aller en Grèce. Et en fait, un matin, on s'est réveillé et on s'est dit, mais est-ce qu'on va vraiment quitter l'Albanie aujourd'hui? Puis on aura vu que la moitié du pays, même pas la moitié en fait, compte. Et ce jour-là, on s'est dit, non, 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 on va rester quelques semaines de plus. Et on a vraiment découvert un pays qui était fantastique pour voyager à vélo. Alors, à vélo, parce qu'on était à vélo, mais il y a sûrement d'autres manières de visiter aussi qui est très, très bien. Et après, alors, une fois que vous avez fait l'Albanie, c'est quoi? C'est la Grèce derrière ou vous êtes remonté plus au nord, Macédoine, Bulgarie? Non, Vu qu'on était remonté un petit peu dans le nord-est de l'Albanie, en fait, on avait accès au Météor en Grèce et c'était vraiment un lieu qu'on voulait visiter, puis il était accessible. Et du coup, on s'est rendu directement là avec nos vélos depuis l'Albanie. Et à chaque fois, donc là on est en Albanie, à chaque fois, c'est un hébergement chez l'habitant ou du bivouac? Non, alors ça alterne entre le bivouac, le camping et chez l'habitant quand c'est possible grâce à Warm Shower. Donc là, ça dépend beaucoup de la disponibilité des gens. Bien sûr. En Albanie, il n'y avait pas grand monde qui faisait Warm Shower, sauf erreur. Donc là, c'était plus du bivouac, du camping. Et des fois, justement, pour les vidéos YouTube, on prend des auberges ou des hôtels. Ça, c'est intéressant. Et vous vous étiez préparé à
à faire vos repas vous-même, à sortir votre tente, à replier votre tente? Ça a été, en termes de logistique, tout s'est bien passé de ce côté-là? Oui, alors c'était assez drôle parce qu'au début, quand on est parti justement en avril, on n'avait jamais fait de bivouac. Et c'était quelque chose qu'on appréhendait un petit peu. Et on a fait notre premier bivouac. On s'est pas obligé à le faire et on s'est pas, comment dire, forcé. On a allé petit à petit, step by step. Et en Italie, on a fait notre premier bivouac où on s'est senti bien, où on s'est senti en sécurité. Et de là, ben, on en a fait de plus en plus, surtout, je pense, en Géorgie, où on en a fait le Ouais, plus. c'est quand on arrive en Géorgie Voilà, que où on a vraiment on a commencé atteint par... le confort, Voilà, ouais, le confort, qu'on a trouvé un confort dans le fait de le faire régulièrement. voilà. Et Mais c'est une habitude à créer gentiment, hein. C'est pas une habitude à. Faut pas directement se forcer, se dire, bon, on va faire du bivouac 3 nuits d'affilée si on n'en a jamais fait, hein. Ça va directement nous dégoûter. Mais c'est quelque chose, une habitude que je conseillerais de prendre petit à petit, de faire une nuit, puis après de reprendre de nouveau des habitudes qu'on connaît, ensuite retenter l'expérience à plusieurs reprises, jusqu'à y trouver le fait qu'en fait on est en sécurité et puis qu'il se passe rien de particulier, finalement, Ah, qu'on c'est soit au intéressant. camping. C'est un bon conseil, je pense, Brian, que tu peux donner. Donc, vous continuez votre évolution, Turquie. Alors, si je ne me trompe pas, vis-à-vis des cartes, vous remontez vers l'Azerbaïdjan, Azerbaïdjan-Géorgie, pardon, Géorgie. Et puis, là, il y a la traversée, effectivement. Vous faites la traversée en bateau, je pense, peut-être, ou en avion de l'Azerbaïdjan, ce qui vous amène probablement. Alors, attendez, je me perds un peu dans mes cartes, mais là, il y a ce petit transfert. Il y a eu un petit changement de planning là, Ah, il y a un pivot là. Là, on change de par plan. rapport à la carte. justement, parce qu'on pensait passer par... Enfin, on pensait. On avait l'envie et l'idée de passer par les pays en ce temps. Mais arrivé en Géorgie, ben, il fallait en effet prendre une décision parce qu'il était impossible de continuer plus à l'est, puisque la frontière avec l'Azerbaïdjan est fermée par voie terrestre. Il n'est Exact. possible que d'aller avec l'avion là-bas. Donc, dans tous les cas, il fallait prendre l'avion à partir de Tbilissi. Et là, on a pesé un peu tous les pour et les contre d'aller faire les pays en ce temps, entre autres. Et on avait cette forte envie d'aller voir la Corée, qui semblait être un sacré paradis à vélo. Et juste à côté de la Corée, il y avait le Japon. On a regardé les météos, on a regardé comment se profilait la suite des mois du voyage. Et en fonction de ça aussi, en fonction que la Turquie, c'était assez désertique déjà, avec des routes où il n'y avait pas beaucoup de choses à voir, eh ben, on a plutôt décidé de s'envoler vers la Corée. Du coup, de cette façon-là, on a mis les pays en stand de côté pour une autre aventure. Voilà. Bon, eh ben, écoute, voilà, c'était important que je puisse savoir, puis surtout par rapport j'avais la question de savoir c'est ce que l'Iran avait été fait, d'après les premiers retours, enfin tous les retours que j'ai pu avoir sur les cyclistes ou piétons ou bikepackers qui se sont aventurés là-bas, c'est un pays très, très, très accueillant. Et donc ben, la Corée, le Japon et la Corée, où tu me disais justement, Fiona, que les installations pour les cyclistes sont juste incroyables, c'est bien ça? Exactement, il y a une voie cyclable qui traverse l'entièreté du pays, de Séoul jusqu'à Busan au sud, et puis également des tracés cyclables qui vont aussi ailleurs et qui remontent aussi la côte est. Et ça, on a découvert le paradis du cyclotourisme. Alors, on n'a pas fait les pays en ce temps où ça aurait été encore plus rude que la Géorgie ou quoi que ce soit, mais pour dire la différence entre, on a fait la Géorgie où ben, c'est pas forcément premièrement adapté au vélo. Ensuite, on a fait la Corée, c'était un changement incroyable en fait. On se rend compte de tout ce qu'il y a. Est-ce que ça a presque été un choc pour vous, entre les deux? Non. C'était de la, pas un choc, mais la facilité, en fait. Voilà. Compte. On avait conscience Ouais. du privilège que c'était de rouler là-bas. Ouais, ouais, par rapport aux kilomètres que vous aviez déjà accumulés. Puis après, il y a le Japon, un Japon qu'on décrit comme un pays, effectivement, avec beaucoup de résilience, magnifique, avec une culture aussi extraordinaire. Alors, du coup, après, alors, vu qu'on avait fait la Corée avant le Japon, on connaissait beaucoup plus le Japon, parce que le Japon, on en parle beaucoup, c'est vrai, avec la culture et tout. Mais la culture coréenne, on l'oublie apparemment. Et quand on est arrivé en Corée, on est vraiment arrivé dans un endroit où on a senti un endroit paisible, un endroit serein, vraiment. C'était dans l'air, ça planait dans l'air. Et les gens étaient très, très accueillants. Et du coup, quand on allait au Japon, ça nous a pas fait la claque comme beaucoup d'Européens le diraient. Parce qu'en fait, la Corée était déjà tellement Ouais, vous aviez magnifique. déjà eu la Corée.
Ouais, ça c'est intéressant aussi de partager ça. C'est vrai qu'on l'oublie souvent. Il y a plus le Japon qui ressort. Est-ce que c'est des campagnes de communication ou autre? Mais de ce que vous décrivez, la Corée du Sud pour le cycliste est aussi un paradis pour aller y poser ses deux roues. Et puis Taïwan. Taïwan, donc l'objectif qui était au départ de Taïwan. Et là, c'est pareil, quand vous arrivez à Taïwan, est-ce que c'est pour vous un sentiment de plénitude, un sentiment de ce qu'on s'était dit il y a plusieurs mois devient réalité? Comment ça s'est passé la première fois où vous posez vos roues à Taïwan? Je dois dire qu'on est arrivé en pleine nuit, à je crois 2 ou 3 heures du matin. On a refait nos vélos dans une station de bus à 3 heures du matin, avec vraiment pas beaucoup d'heures de sommeil dans les pattes. Et on avait un peu de mal à réaliser qu'on était ici, ce qui était un peu notre destination de base. C'est un peu presque les gens qui nous l'ont rappelé, qui nous ont dit waouh, félicitations et tout. Mais c'est vrai au fur et à mesure des jours, on s'est rendu compte que ce but-là était atteint. Bon, maintenant, on va quand même faire le tour de l'île, ce qu'on n'a pas encore fait. Mais je pense que la réalisation de tout ce qu'on fait là, maintenant, il s'est fait au fil des mois et pas forcément quand on arrive à Taïwan. C'était Oui, déjà Je vois les ce que tu semaines veux dire. précédentes. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est souvent d'ailleurs, on pose souvent la question aux gens qui font de l'aventure comme ça ou de la longue distance même. Quand est-ce qu'on réalise vraiment ce que l'on a fait? Alors je dirais que c'est en deux temps. Il y a la réalisation, il y a la prise de conscience physique, parce que on se trouve dans un endroit et donc ça nous fait prendre conscience que soit c'est l'arrivée, c'est la fin du voyage, mais il y a toujours cette réalisation quelques heures avant. On sait qu'on va le faire, donc on prend conscience que ce qu'on s'était projeté, les plans qu'on avait faits vont se réaliser. Et donc il y a cette prise de conscience-là, je dirais, physique, et puis il y a aussi le mental qui, lui, peut prendre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que physiquement, vous trouvez à Taïwan, mais mentalement, le temps que vous réalisiez vraiment tout ce que vous avez fait, là, ça peut prendre parfois un peu plus de temps, parce qu'on est dans l'instant présent, parce que vous profitez, parce que vous avez pédalé tous ces kilomètres-là et vous avez parfaitement conscience de ce que vous avez fait. Mais mentalement, pour prendre du recul sur ce fait que c'est quand même génial de pouvoir partir de Suisse avec son vélo jusqu'à Taïwan, ça c'est génial. Mais est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, en fait, on va pas s'arrêter là. En fait, c'est tellement bien finalement qu'on va continuer. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Bien sûr. Je crois que dans nos têtes, c'était déjà avant même de partir qu'on ne s'arrêterait pas à Taïwan. C'est juste qu'on l'avoue à personne, même peut-être même pas à nous-mêmes. Mais l'envie, elle était tellement grande qu'on n'allait pas s'arrêter ici. Puis surtout qu'en fait, on a modifié l'itinéraire vu qu'à la base, on était censé arriver à Taïwan depuis l'Asie du Sud-Est et pas depuis le Nord. Donc, ça amène beaucoup de confusion aujourd'hui parce que tout le monde pense qu'on est arrivé au bout de notre voyage. Mais en fait, pas du tout. On a juste modifié les plans et on a surtout rallongé tout ce voyage de pas mal de mois. Parce que maintenant, on peut vraiment dire que l'expérience qu'on a fait jusqu'à présent nous permet de nous dire on va faire le tour du monde et puis on va pas s'arrêter en Asie. Ah, génial. Ça, c'est génial parce que les plans ont changé. Ça, c'est important aussi parce qu'on se fait toujours des plans, c'est le cas de dire. Il va se passer ci, il va se passer ça, on arrivera ici, par là. Et au final, là, avec votre aventure, on se rend compte que certes, vous êtes à la destination finale, mais vous n'êtes pas arrivé à cette destination par le chemin que vous vous étiez imaginé. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir, une suite. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi déjà, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même entre le moment où vous êtes parti de Suisse et là, aujourd'hui, au moment où on se parle? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Relativiser quand il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on a eu des problèmes, surtout avec les vélos, ça a amené plus de positifs que de négatifs. Comme par exemple le jour où c'est qu'on a été embêté avec ton pneu arrière parce qu'elle n'a pas eu de chance, Fiona, parce qu'il y a son pneu qui s'est déformé et on a dû le faire réparer. On était embêté parce qu'on savait pas quoi faire. Et puis là, je pense que tu peux raconter l'histoire, les premières étapes qui sont suivies. Justement, on était en Turquie et tout d'un coup, on remarque que mon pneu arrière ne roule plus du tout droit et qu'il est vraiment déformé. Et on se dit, faut qu'on trouve le plus vite possible une solution. On était un peu au milieu de nulle part. Donc, on check Google Maps et on voit qu'il y a un vélociste à 20 minutes à vélo. Donc, on y va. On se retrouve dans un quartier résidentiel. Il ne semble pas avoir de vélociste. On demande à des voisins et il nous indique la maison d'un monsieur. Et là, on trouve un petit monsieur qui répare des vélos devant chez lui, qui fait ça complètement en activité secondaire.
Et ils commencent à regarder nos vélos et ils nous demandent de nous poser. Et là, il y a toute la famille qui arrive, qui vient nous voir et qui commence à nous apporter à manger, à boire. Et puis, ben, de là, il n'arrive pas à réparer tout de suite notre problème. Même on le réparera quelques jours après. Mais en fait, de là découle que des choses positives. Finalement, on est resté vers ces gens. D'abord, on pensait dormir dans la cour d'école qui était juste en face de chez eux. Finalement, ils acceptent qu'on dorme là. Et puis après, c'est le voisin qui arrive pour nous inviter à prendre le thé. Donc, ce qu'on va faire. Et après, quand on retourne vers nos vélos, chez ceux qui on allait réparer mon vélo, reviennent vers nous pour nous dire qu'on peut aller se doucher chez eux. Donc, ce qu'on trouve très, très aimable. Et finalement, ils nous invitent à souper. On soupe avec eux. Et finalement, le petit papy qui a réparé nos vélos, il nous prend sur sa petite moto motorisée, enfin sa petite moto pour nous emmener à la fête du village au bord de la mer. Et il nous achète une glace et après on revient. Et finalement, on part avec toute la famille à minuit dans un autre village au bord de la mer pour nous montrer le port, puis une autre fête de village. Et puis dans la voiture, ils commencent à chanter toute la famille, tous ensemble parce qu'ils vivaient. Donc il y avait les grands-parents avec la fille et la petite fille qui vivaient sous le même toit. Et en gros, enfin, il s'est passé tellement de choses en même pas 24 heures. Ils nous ont invités dans leur quotidien comme si on n'était pas des étrangers. Enfin, ils nous connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et ils nous ont ouvert leurs portes. Finalement, on a dormi dans la tiny house à côté de chez eux. Finalement, pas du tout dans notre tente, dans la cour d'école. C'était juste incroyable. Le matin, ils nous ont préparé un monstrueux petit déjeuner. Et enfin, bref, tout ça pour dire que à la base, ben, on était sur un problème mécanique et on s'est retrouvé là grâce à tout ça. Et on a pu remarquer pendant ce voyage à de nombreuses reprises qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose qui peut paraître ben, un peu négatif ou très contraignant sur l'instant T, il en découle toujours quelque chose de mieux, il y a toujours une solution derrière. Ah, ça, c'est une belle philosophie. C'est un très bel exemple que tu nous donnes, effectivement, comme on part d'un problème à un moment, une tranche de vie, un moment de vie qui restera probablement gravé dans vos mémoires à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est un beau partage, et ça montre effectivement comme quoi il faut garder du positif en soi, et puis parfois les solutions se présentent à nous comme ça alors qu'on s'y attendait pas. Donc c'est un bon moment, j'imagine. Et puis aujourd'hui, donc là vous êtes à Taïwan au moment où on parle. C'est quoi la suite pour vous? Parce qu'on a bien compris qu'il n'y aurait pas de retour en Suisse. Donc c'est quoi la suite pour vous? Où est-ce que vous allez poser à nouveau vos roues? Dans quel pays? Alors ensuite, on va continuer sur le Vietnam. On va traverser le Vietnam, alors pas forcément totalement en vélo, parce que le Vietnam est un vraiment long pays, donc peut-être qu'il y aura une partie qui sera en train. Mais ensuite, on va continuer sur le Cambodge, on va continuer sur la Thaïlande. Depuis la Thaïlande, on va sûrement monter au Laos, histoire de laisser les vélos un petit peu de côté, puis de profiter d'aller faire une petite aventure dans l'aventure en sac à dos. Et ensuite, on va continuer de descendre direction la Malaisie, pour ensuite prendre l'avion et puis aller faire notre challenge qui nous attendra, notre défi ultime qui nous attend au Canada pour traverser depuis Vancouver jusqu'à Montréal. Ah, génial. Il y a plus de 6000 bornes, Donc effectivement, Taïwan, donc là, on fait un petit retour à l'ouest. On était toujours à l'est, donc là, on fait un petit retour à l'ouest. Vous allez rouler donc Laos, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Malaisie. Et puis ensuite, on va traverser l'océan Pacifique. Quand je dis on, c'est parce qu'on vous suit, on va être avec vous. Vancouver, qui est, de ce que l'on peut dire, une région, une ville hyper connectée, hyper sportive, magnifique pour traverser les Rocheuses, parce que les Rocheuses montent jusque là-haut en Colombie-Britannique. Et puis après, c'est parti pour environ un peu plus de 6000 km, cette traversée du Canada. Vous ferez attention aux ours. Ça, c'est sur cette première traversée, Calgary, les Colombies-Britanniques, l'Alberta. Il faut quand même être un petit peu prudent. Puis ensuite, il y aura les plaines du centre du Canada. Et puis après, l'Ontario, Québec, Terre-Neuve, pourquoi pas, Nouvelle-Écosse. Et tout ça s'annonce magnifique. Là, on parle du Canada. On est sur quelle période? C'est dans combien de temps? C'est dans 15 jours ou c'est dans 2 mois? Ou c'est dans 6 mois? Dans votre esprit, le Canada, c'est quand? Le Canada, c'est prévu pour mai 2024. Et puis, on devrait bien en avoir pour 3-4 mois de traversée. Donc, ça va nous prendre tout l'été 2024. C'est génial de pouvoir se dire, dans les 6 mois à venir, dans les 8 mois à venir, on a encore comme ça cette totale
C'est totale autonomie en fait, hein, liberté, autonomie financière. Et ça, c'est en termes de mindset, je pense que ça doit changer énormément les lignes. Ça doit faire bouger les lignes très clairement. Donc ça, vraiment un grand bravo à vous. Vous allez continuer, j'imagine, à documenter tout ça, nous faire partager tout ça sur les réseaux. Tout à fait, c'est prévu. On va continuer sur cette lancée, surtout que on reçoit pas mal de petits messages sympas qui nous motivent toujours plus à partager, à continuer de faire ça. Donc, pour nous, ça coule de source que ça va continuer ainsi. Et puis, on a encore plein d'images en stock qu'on n'a pas encore montrées. On n'arrête pas de filmer. Donc, Et surtout que là, on va se réaventurer depuis le Vietnam, dans des pays où c'est qu'on n'aura plus de deadline en se disant on doit prendre l'avion dans 4 semaines. Là, on aura vraiment le temps de nous rapresser puis de se dire si on veut faire 3 jours à un endroit, on peut faire 3 jours à un endroit. On n'a pas un avion qui nous attend. Parce que là, c'était un peu. On avait quand même calculé large de faire Corée, Japon, Taïwan. Mais en fait, compte, on se dit qu'on doit quand même y arriver à cette deadline. Et puis, on peut pas la modifier, celle-ci. Alors qu'ensuite, dans les pays du Sud-Est, on pourra un petit peu adapter notre quotidien un peu plus flexible qu'aujourd'hui. Ouais, c'est une belle philosophie de vie. On va arriver sur la fin de l'épisode, sur la fin du podcast. S'il y avait un message à faire passer à toutes ces personnes qui écoutent votre aventure aujourd'hui, hein, qui écoutent, vous êtes parti de Suisse, vous êtes à Taïwan, puis au final, c'était au départ la destination de fin, la destination du projet initial. Et puis, au fur et à mesure que les jours ont passé, la manière d'y arriver a été différente de celle qui était prévue et qui a abouti sur le fait de dire finalement, en fait, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer, puis on va faire ce tour du monde qu'on n'avait pas osé penser possible. Et finalement, si c'est possible, on va le faire. Quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer à ces gens-là ? Le premier message, c'est de se mettre des petits challenges, de commencer avec des petits challenges et petit à petit les faire grandir et les rendre plus difficiles. Et puis pas directement se comparer avec ce qu'on peut voir facilement sur les réseaux sociaux où on va se lancer à défi, où on va faire peut-être 1000 km à vélo la première fois alors qu'on n'a pas le corps qui est encore adapté. C'est d'y aller petit à petit, pas se brusquer et que les choses vont petit à petit. Ça va être naturel de vouloir en faire toujours plus. Et en plus de ça, ça va être beaucoup plus de cette façon-là, on va être sur une base beaucoup plus solide. Du coup, le jour où c'est qu'il y a une chose qui ira pas, on pourra se dire, mais si, ça, j'avais réussi à le faire, donc je peux au moins aller jusque-là. Et ça permettra d'aller encore plus loin une fois qu'on l'aura atteint. Comme ça donne des repères dans la vie aussi de cette façon-là. Exactement. Merci, Brian. Et pour toi, Fiona ? je rebondirai sur ce que Brian a dit aussi par rapport. Nous, on est sur les réseaux sociaux, mais je dirais qu'il faut prendre tout ce qui nous inspire et pas se comparer, faire attention à pas comparer le voyage des autres avec le nôtre parce qu'il existe un nombre incalculable de voyages autant qu'il y a de voyageurs. Et puis, c'est pas parce qu'il fait que du bivouac qu'il faut faire que du bivouac. Il faut vraiment faire les choses comme elles sonnent au fond de nous. Et puis, c'est comme ça qu'on prendra le plus de plaisir. Ouais, c'est une belle philosophie de vie en fait. On voit que vous êtes un petit peu déconnecté. On voit que vous êtes dans votre projet depuis des mois parce qu'il y a une totale liberté de penser. Ce voyage est hyper inspirant. Donc un grand merci pour ça. Où est-ce qu'on peut, je n'ai pas tout à l'heure de réseaux sociaux, de sites, mais si tu pouvais nous partager, Fiona, tout le compte rendu vidéo, photo que tu produis, où est-ce qu'on peut vous suivre aujourd'hui ? Alors, le plus simplement, c'est sur le bruit du gravier, sur Instagram et sur YouTube. Et puis, on a aussi la page internet. Bien sûr, on a aussi lebruitdugravier.ch où on met des infos pratiques sur tous les pays sur lesquels on passe. Donc là, on est en train un peu de rattraper notre retard, mais vous trouverez des articles sur tous les pays sur lesquels on est passé, où on met vraiment les petites choses du quotidien qu'on a passé pas mal d'heures à chercher, genre quel quartier il faut prendre, quelle route on a prise. On partage aussi toute notre collection Komoot avec tous nos tracés. Donc, il y a vraiment des infos utiles pour les futurs voyageurs. Génial, le bruit du gravier, retenez ça. Un grand merci à tous les deux pour le temps consacré, pour le partage. On va suivre votre aventure et puis pourquoi pas se retrouver dans un an pour nous expliquer où est-ce que vous êtes dans un an et quelle sera la suite. Mais en tout cas, un grand merci pour ça. Ça fait quasiment 1 heure qu'on discute et tout ça est passionnant et nous fait voyager. En tout cas, moi, j'ai voyagé. Moi, au moment où on enregistre, pour vous, c'est le milieu d'après-midi à Taïwan. Pour nous, c'est le petit matin. Donc, j'ai déjà commencé à voyager dès ce matin. Donc, un grand merci pour ça. Et puis, au plaisir de suivre à nouveau vos aventures et tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.